Eh bien, nous allons pouvoir commencer cet après-midi. Après cette matinée passionnante consacrée à l'attractivité territoriale dans le contexte des puissantes transitions en cours, nous allons désormais cet après-midi nous intéresser au sujet, aux acteurs, c'est-à-dire vous, ici présents dans cette salle, qui mobilisez les acteurs du territoire, agissez pour développer les ressources dans tous les domaines. Alors nous procéderons en 3 temps. Une première table ronde s'intéressera au partenariat recherche-entreprise et aux expérimentations collectives pour dynamiser l'innovation sur le territoire. Ensuite, une seconde nous permettra de nous interroger sur le décloisonnement et la mutualisation des financements pour soutenir le développement territorial. Et pour clôturer cet après-midi, comme ce matin, notre grand témoin Philippe Laredo nous permettra d'aller plus loin en nous livrant son regard sur nos débats à l'aune de son expérience et de ses travaux dans ces domaines. Alors vous l'avez bien compris, l'objectif de cette université territoriale est bien de vous être utile à vous, à la structure que vous représentez et surtout à la communauté que vous représentez en région Centre-Val de Loire au service des politiques d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. N'hésitez donc pas, comme ce matin, à vous exprimer pour contribuer au renforcement de cet écosystème et puis apporter à la discussion les sujets qui vous concernent. Donc cette première table ronde est donc intitulée « Quel partenariat, recherche, entreprise et expérimentation collective pour dynamiser l'innovation sur le territoire ». Nous aurons 3 intervenants présents. Alors, il y en a un à mes côtés, Daniel Pierre, que vous connaissez certainement, qui est directeur de la recherche et de l'innovation d'Antea Group et président du pôle DREAM Haut et Milieu. Il aura l'occasion de se présenter, où je le ferai tout à l'heure. Je remercie Rachid Cherfaoui. Je pense que vous nous entendez. On n'a pas de... Vous nous voyez peut-être, enfin, je ne sais pas qui vous voyez, mais voilà, c'est peut-être là. Oui, et si vous m'entendez, bonjour à tous. Jusque-là, tout va bien. C'est parfait. Donc, merci à vous. Donc, vous êtes président de l'Institut Gaudin et de la Maison de l'économie solidaire du pays de Bray. Et nous rejoindra, il a des petits soucis pour se connecter de la région Occitanie, mais il y travaille. Philippe Heurtel, qui est directeur de l'industrie, de l'innovation et de la recherche et de l'enseignement supérieur du Conseil régional de l'Occitanie, donc qui est, après avoir été cette région présente ce matin, elle est aussi cet après-midi. Alors vous le savez bien, la qualité et l'efficacité de l'économie, de l'écosystème régional est un préalable indispensable à un territoire attractif, ou pas. Enfin, je vous renvoie aux discussions de ce matin et aux points de vue différents qui ont pu s'exprimer. La réussite d'une politique d'innovation passe par une forte mobilisation des acteurs et une relation puissante entre les mondes de l'enseignement supérieur, de la recherche, des startups, des entreprises, des chambres consulaires, des collectivités locales, etc. Et la capacité de faire ensemble, de s'appuyer sur ces synergies constitue un formidable levier de transformation pour le territoire. Alors beaucoup de questions se posent: comment développer l'interaction, la cohérence et la coopération entre acteurs, comment améliorer l'écosystème régional et sa gouvernance, quel lieu de travail collectif? Autant de questions sur lesquelles le SRESRI a marqué une grande ambition. Un élément qui m'a marqué, c'est la volonté que d'ici 2030, toutes les PME et les ETI qui placent l'innovation au cœur de leur stratégie soient engagées dans des projets de recherche au service des transitions. Et là, on reconnecte cette question des transitions. Donc nous sommes impatients d'entendre nos intervenants. Et nous allons commencer par vous, Rachid Cherfaoui. Vous êtes donc président de l'Institut Gaudin et de la Maison de l'économie solidaire du pays de Bray, qui a été créée en 2004. Cette structure réunit un ensemble d'activités fondées dès la fin des années 80 et visant à rapprocher durablement des publics fragiles de l'emploi, reconnue
pôle territorial de coopération économique. Elle est structurée aujourd'hui autour de 2 services, service à la personne et environnement. Donc elle prend la forme d'une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui réunit 11 structures, compte plus de 350 salariés, et elle a lancé, avec plusieurs partenaires de l'économie sociale et solidaire des Hauts-de-France, l'Institut Gaudin, qui œuvre à insérer directement la R&D au cœur des dynamiques territoriales, permettant ainsi de conceptualiser les pratiques économiques et solidaires. Voilà. Ah ben voilà, vous êtes apparu en grand, c'est formidable. Donc, nous savons tous ici que l'économie sociale et solidaire porte dans son ADN la notion de collectif et d'expérimentation, des valeurs humaines fortes. Et pour lancer les choses assez largement, est-ce que vous pouvez nous dire quel regard vous pouvez porter sur le sujet qui nous préoccupe? Alors, peut-être pour poser un petit peu le décor dans lequel finalement tout ça s'est développé autour de la Maison d'économie solidaire et maintenant plus largement autour du pôle territorial de coopération économique Oise-Ouest et peut-être autour d'un écosystème qui est plus large que ça encore, je vais rappeler un petit peu la motivation de commencer à aller interroger la recherche comme étant une ressource pour développer notre activité. Effectivement, vous l'avez dit, on s'est créé sous forme de société coopérative d'intérêt collectif en 2004. Et on était la première société coopérative d'intérêt collectif du nord de la France. Et donc on s'est retrouvé avec un consortium d'acteurs qui était d'abord motivé par cette question d'insertion, mais dans laquelle il y avait déjà des parties prenantes comme la communauté de communes du Pays de Bray par exemple, mais aussi la chambre de métier, puisqu'on cheminait déjà ensemble depuis pas mal de temps, ou des entreprises classiques du territoire qui étaient soit clients, soit fournisseurs de ce qu'on développait sur ce territoire, petit territoire de 16 000 habitants. Et dès qu'on s'est constitué sous forme de SIC, on s'est dit finalement c'est quoi notre valeur ajoutée, quelle est notre pourquoi finalement quelle est la rareté, qu'est-ce que peut apporter de plus à l'écosystème qui existe, la Maison d'économie solidaire. Et on s'est rendu compte très vite que c'était dans la mise en place d'expérimentations un peu différentes, de prise de risque collective pour inventer finalement des nouvelles solutions. On ne le disait pas comme ça à l'époque, mais c'est comme ça que petit à petit ça a pris forme. Et donc, très vite, on s'est rendu compte que ce qui allait nous fonder, dès 2005 ou 2006, c'était de partager une vision, d'essayer d'expliciter, d'essayer de la passer au réel. Mais ça, c'était le principe sur lequel on s'est posé, sauf qu'après, comment on fait ça? Et donc, mon réflexe d'entrepreneur a été d'aller voir les 2 universités qui étaient à côté de chez nous, l'UPJV et l'UTC, en disant, écoutez, j'ai besoin de mieux connaître finalement ce que c'est que cette économie solidaire, qu'est-ce qu'elle a de singulière, de particulier, en quoi elle est caractérisée. Elle fait autrement que l'économie dite classique. Et là, on n'a pas trouvé de réponse. En fait, on n'a pas trouvé de réponse à la fois sur qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. En 2005-2006, tout ça a été un peu flou, ou en tout cas été très théorique. Et encore moins dans la capacité de passer aux choses très concrètes. Donc du coup, petit à petit, parce qu'on n'avait pas de réponse, on s'est dit, on va nous commencer à réfléchir à cette question d'économie solidaire comme étant une singularité de développement économique territorialisé. Et en fait, là où on s'est tous retrouvés, c'est quand on a commencé à se dire, on va créer un organisme de recherche, donc l'Institut Gaudin, qui va prendre un thésard, donc Nicolas Chauchois, qui est aujourd'hui le directeur, et on va plutôt réfléchir sur qu'est-ce qu'une pratique solidaire dans l'économie. Comment on peut la repérer, qu'est-ce qu'elle a de singulière, qu'est-ce qu'elle apporte et qu'est-ce qu'elle apporte pas. Voilà. Et donc très vite, on a trouvé un consensus entre les chercheurs, donc le doyen de la fac d'éco qui était vice-président, un certain nombre de chercheurs, mais des entrepreneurs, sur cette question de travailler la pratique solidaire dans l'économie, comment on la caractérise, qu'est-ce qu'elle apporte et qu'est-ce qu'elle n'apporte pas, pour ensuite assez vite en arriver à se dire, il faudrait qu'on ait une meilleure maîtrise de ça, donc ça fait l'objet d'une thèse, mais aussi qu'on puisse, à partir de ces recherches-là, élaborer des outils qui soient accessibles par les acteurs. Et donc, l'un des premiers travaux de sortie, des travaux de transfert de cette recherche, ça a été un tableau de bord des pratiques solidaires. Et donc, on a vu qu'après, chacun d'entre nous pouvions nous saisir de ces pratiques, de ce tableau de bord, en disant, voilà, on doit demain, on a envie de faire quelque chose sur le déchet, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire, si on fait une recyclerie, si on fait un broyeur à plastique, comment on trouve les moyens entre nous pour le faire, etc. Et si on l'oriente plutôt vers une économie dite solidaire qui mettrait des pratiques, en quoi on va caractériser la singularité de ces pratiques, qu'est-ce que ça apporte, etc. Et donc,
c'est plutôt cette démarche-là pour finalement avancer sur des projets très très concrets qu'on a activés et on a considéré que la recherche était une ressource comme une autre à côté de la ressource foncière qui était nécessaire, de la ressource immobilière, de la ressource de capitaux propres, de prise de risque, de toutes les ressources qu'on peut mobiliser autour d'un projet. Et ce démarrage-là, on l'a cadré dans un programme qu'on a appelé Demain le Pays de Bray, où justement la question c'était ça, c'était de faire de la prospective un petit peu du souhaitable entre nous, de montrer comment, parce qu'on était organisé différemment de ce qui s'organise habituellement sur les territoires dans le cadre de cette coopérative, on crée des conditions de ressources convergentes rares ou singulières, qui nous amenait à pouvoir éventuellement lever des freins pour ensuite mener les expérimentations et sortir les prototypes. Et tant à la phase d'explicitation de la problématique que de l'état de l'art, du benchmark, mais aussi de l'explicitation de en quoi, parce qu'on est organisé autrement, on peut lever les freins là où habituellement l'économie telle qu'elle est organisée ou la force publique telle qu'elle est organisée ne trouve pas cette levée de freins. On a mené ça systématiquement, c'est ce qui nous a ensuite, et donc la recherche était mobilisée sur cette question de l'explicitation de la problématique, ensuite sur la question éventuellement du benchmark ou d'état de l'art, pour ensuite après, tous ensemble dire au moment, bon on y va pas, bah oui on y va parce qu'on a créé des conditions qui sont singulières, particulières, qui nous permettent de lever les freins là où d'habitude on ne peut pas les lever. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que par exemple, sur la recyclerie qui coûtait 1,2 million, bon ben, à l'intérieur de notre coopérative, de pouvoir trouver quelqu'un qui apportait le terrain, une entreprise qui apportait le terrain, la communauté de communes qui dit d'habitude, moi je peux avoir une subvention parce que c'est ma prérogative, cette question du déchet, mais comme je suis sociétaire de la SIC, alors peut-être je peux faire transiter de l'argent là-dessus. La caisse d'épargne qui était là dit, ça c'était très intéressant et d'ailleurs il y a eu un changement depuis quelques années là-dessus, ça devrait être cool aussi qu'on en discute, mais de dire, bon bah, moi je suis sociétaire aussi de la Maison d'économie solidaire, je vois que si j'utilise mes produits habituels, la Maison d'économie solidaire en termes de holding, c'est une holding inversée, il y a plein de choses à dire là-dessus aussi, mais c'est-à-dire qu'elle appartient à ses filles, elle n'est pas propriétaire des filles, n'a pas la capacité théorique bancaire de cet emprunt de je ne sais plus combien, c'était 300 000 à 400 000 euros. Par contre, comme on est sociétaire, on peut peut-être prendre le risque, et parce qu'on comprend la complexité de l'organisation, de faire une avance sur compte courant d'associé qui sera remboursée. Elle a été remboursée. En tout cas, je vous donne tout un tas d'exemples. Une association qui était partie prenante dit bah, moi, je peux peut-être avancer les 60 000 euros nécessaires pour la trésorerie de départ. Enfin, voilà. Et donc, je vous coupe un petit peu. En quoi vous avez inventé ou les pôles territoriaux de coopération économique permettent d'inventer des nouveaux modèles ou des modèles différents de coopération et avec quelle gouvernance? Ce dont je vous parle, c'est comment finalement la science et le fait de la pratiquer au quotidien, tous les jours, nous a permis de créer des outils qu'on était capable de s'accaparer pour ensuite mieux conceptualiser la rareté que l'on avait et finalement de la positiver. Donc c'est cette question quand même de prendre conscience qu'on crée des conditions de levée de frein, ce qui est essentiel en matière de recherche pour aller vers un prototype, de créer et de l'innovation, c'est de créer quelque chose de nouveau. Et le comprenant et le mettant en œuvre et en tirant les preuves et en retravaillant dessus, on a compris que la science nous aidait à ça. Et ça, après, on a continué à mobiliser ces mécanismes-là, pour ensuite développer plusieurs entreprises qui sont au sein du groupe Maison d'économie solidaire. Là, on est en 2008, 9, 10, etc. Donc on comprend que c'est très puissant et on est capable de développer de l'activité économique d'une manière forte et de l'emploi et d'inventer des nouvelles organisations hybrides et qui créent du commun, puisque tout ça est au sein d'une coopérative, et je vous rappelle que dans une coopérative, les biens sont les richesses produites sont impartageables. Et on avance, on pensait que c'était une singularité de notre territoire, parce qu'on avait appris à se connaître, on se faisait confiance, je sais pas. Aux assises de l'ESS en 2010, la surprise d'un certain nombre d'entre nous, c'est de voir qu'en fait, on avait été plusieurs à faire la même chose d'une certaine manière, même si on se voyait comme étant différents. Je pense à Romans-sur-Isère, à Annonces-le-Saunier, à Florange, à Ferme de Figeac, enfin un peu partout. On était un certain nombre
à avoir trouvé des espaces comme ça collectifs entrepreneuriaux, sous forme SIC ou pas SIC, mais qui faisaient converger des ressources différentes, qui prenaient conscience qu'il y avait une rareté là, et mettaient cette rareté au service d'une nouvelle expérimentation dans la perspective de créer un nouveau prototype socio-économique sur le territoire. Et donc on a cherché à voir comment, au-delà de nos différences, il y avait des singularités, et on en est arrivé autour de 2011-12 à se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on est en fait? On est des pôles territoriaux de coopération économique. Des pôles, c'est-à-dire on est des endroits identifiés sur le territoire comme étant un endroit où sont agrégés des hommes qu'on peut identifier, et une structure un peu qui est emblématique de cette manière de vouloir faire autrement. Et on s'est rendu compte qu'on avait tous ça en commun. Pôles territoriaux sur des territoires qu'on a autodéfinis, qui ne sont pas définis par la force publique, par exemple, ou par les schémas. On a dû nous-mêmes déconstruire nos propres schémas de représentation géographique, c'est-à-dire que, par exemple, la Maison d'économie solidaire, sa zone naturelle d'impact, elle dépasse un petit peu l'Oise, parce qu'on est à 10 km de l'Oise et en Seine-Maritime, donc on avait pris la ville d'à côté. Enfin, on définit nous-mêmes nos propres logiques territoriales, sont des logiques dans lesquelles on peut mener nos expérimentations et on peut créer des liens de confiance suffisants pour prendre les risques nécessaires à ces innovations. Donc territoriaux, mais sur des territoires définis par les acteurs eux-mêmes. Donc vous voyez toutes les difficultés que ça pose par rapport aux politiques publiques, parce que ça c'est dedans, c'est dehors en permanence. Pôles territoriaux de coopération qui mettent en œuvre la coopération comme étant une solution, comme étant un moyen, le levier de changement dont je vous parlais tout à l'heure, sans pour autant rejeter la concurrence en tant que telle, mais de considérer que c'est plutôt la coopération qui va apporter la solution sur ces innovations-là. Et donc, comment on travaille cette coopération, jusqu'où elle va. Par exemple, nous, je vous disais, quand on passe à la phase de dire « allez, on y va, on va faire le prototype », là, à ce moment-là, celui qui était peut-être partenaire jusqu'à présent devient forcément coopérateur de la Maison d'économie solidaire. Et vous voyez tout ce que ça peut décliner ensuite à la fois comme moyen, mais aussi comme acceptation de faire autrement et du changement de posture des uns et des autres. Pôles territoriaux de coopération, donc comment on rend visible cette coopération comme étant l'outil, le levier qui rend le changement possible, et économique, parce qu'on s'est dit, on est d'abord des entrepreneurs économiques. Alors, il faut aussi comprendre qu'un certain nombre d'entre nous pensons que pour changer le monde d'une certaine manière, le levier le plus puissant du monde étant l'économie, il faut se ressaisir de l'économie. C'est pour ça que par ailleurs, il y a des thèses aussi sur l'encastrement politique de l'économie, enfin sur réfléchir comment, quand on est citoyen et qu'on veut agir sur le monde qui est le nôtre, il est peut-être nécessaire de s'occuper davantage de l'économie. Donc ça, c'était le postulat. Mais on a reposé l'économie aussi dans son ensemble. L'économie, c'est trois choses en même temps, ou qui doivent être équilibrées. C'est des échanges marchands, des chiffres d'affaires, des marchés entre les uns et les autres, des échanges marchands, mais des échanges non marchands. C'est ce dont je parlais, ce qui a constitué les sociétaires de la Maison d'économie solidaire, des gens qui apprennent à se connaître et qui sont capables d'aller plus loin et d'apporter plus de ressources que simplement la ressource financière. Et la question de la redistribution des richesses. Oui, ça c'est un sujet important, c'est-à-dire comment ce modèle de coopération arrive à définir un modèle de redistribution, notamment de la valeur des innovations. Alors, là vous êtes déjà sur la fin de la ligne, mais en tout cas, dès lors que vous partagez avec 30, 40, 50, 100 sociétaires, des gens qui n'ont pas forcément cette culture-là, ces questions-là, ça devient un outil d'arbitrage pour les uns et les autres. Je vous donne un exemple. Reprenons la recyclerie tout à l'heure. L'idée, c'était de faire quelque chose pour éviter les déchets sur notre communauté de communes. Il y a finalement petit à petit deux options qui sortaient. Une qui était la recyclerie, et l'autre, c'était un broyeur à plastique, parce qu'on avait regardé, il y avait du plastique, on pouvait faire... voilà. Dans la perspective, les deux coûtant à peu près 1 million d'euros, dans la perspective du broyeur à plastique, on était plus performant en termes écologiques, parce qu'on enlevait davantage de plastique de l'enfouissement, et donc du point de vue écologique, c'était plus performant que la recyclerie, qui enlevait moins de déchets. Mais par contre, la redistribution de richesse se faisait donc on vendait les billes de plastique en théorie en Chine, et cet argent après était propriété commune, on pouvait peut-être en faire autre chose, mais la redistribution était difficile à identifier. Là où dans la recyclerie, tout de suite, ça se traduisait par 14 salaires, par la redistribution de ressources qui étaient remises à niveau pour la population à moindre coût, etc. Et l'arbitrage, par exemple, de ces deux projets, je me souviens, c'est un artisan qui ne connaît rien, enfin qui n'était pas forcément spécialisé
spécialiste. Il a dit, ouais, mais tu te souviens, on avait dit la dernière fois que si on doit choisir quelque chose, c'est aussi quelque chose qui redonne des sous au territoire. Alors là, la recyclerie, clairement, c'est un projet de développement qui redonne tout de suite de l'argent au territoire et qui, possiblement, après, va développer d'autres choses. Donc, on a d'abord vécu ça, c'est-à-dire en partageant des concepts, en les mettant en réalité, en le mettant dans le réel, par le biais de cet outil un peu original, on voyait que notre souhaitable, dès lors qu'il était fondé sur des concepts qui étaient partagés, pouvait s'ancrer dans le réel et on s'était mis d'accord sur l'arbitrage. Il faut juste dire aussi une chose en creux, mais depuis 2004, aucun coopérateur de la Maison d'économie solidaire n'est parti. Alors, je vous parle des choses qui ont réussi, il y a des trucs qui ont raté aussi pourtant. Bon. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a continué à développer, on continue à développer fortement, dans le cadre du pôle territorial de coopération économique, cette logique que je vous dis, en ajoutant la dimension de l'incubation des projets, la dimension recherche et développement qui s'est aussi considérablement complexifiée et alourdie, et la question aujourd'hui maintenant de l'accès à des fonciers à moindre coût pour qu'on puisse passer des expérimentations, des petits prototypes à des phases industrielles. Et donc la question maintenant se pose effectivement peut-être du retour sur investissement ensuite de cet investissement collectif, de cet engagement collectif. Comment on trouve des modalités avec les entreprises qui après récupèrent finalement cette innovation pour ensuite le mettre sur le marché. Quelle est la modalité qui fait qu'une part des excédents d'exploitation, par exemple, reviendrait systématiquement à la Maison d'économie solidaire qui porte cette architecture-là, pour ensuite le remobiliser sur des projets qui, a priori, qui peuvent être tout à fait éloignés. Donc ce mécanisme-là, on est peut-être une centaine en France aujourd'hui à l'avoir mis en place d'une manière ou d'une autre. Et ça, en fait, là où la confiance c'est renforcé, c'est dans le fait de dire tiens c'est possible, on a besoin d'être équipé, et d'être équipé conceptuellement et méthodologiquement quand même, c'était ça au départ, hein, parce que ça peut paraître un peu perché de dire ça comme ça, mais on n'arrive pas à se taper dans la main si on n'est pas sûr tout à fait tous de parler de la même chose et de bien avoir les mêmes attentes et de s'entendre sur la méthode et la manière dont qu'on va mettre en place pour atteindre ces objectifs. Mais une fois que ça s'est calé, on a vu que on était une centaine en France et petit à petit, une petite preuve en amenant une autre, on en arrive effectivement aujourd'hui à développer des PTCE qui sont puissants sur le territoire, qui sont capables comme un Roman, de racheter un supermarché pour le mettre à disposition de tous les start-upers de la chaussure, ou comme chez nous, une usine agile qui développe 3 projets, sur le textile, qui va sur la totalité de la filière textile, sur Recyclate qui est sur les aides techniques médicales, ou bien sur Matériaux Sol qui sont sur le recyclage. Là, je parle plutôt des côtés économie circulaire, mais c'est parce qu'on arrive à agglomérer autour de ces expériences, de ces concepts, de ces méthodes et maintenant de ces moyens convergents, peut-être 200 entreprises et associations et militants du territoire pour mener ces expérimentations. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. On reviendra vers vous dans la discussion. Vous avez, je pense que c'était très éclairant sur comment une méthode, une démarche, celle que vous avez élaborée, a pu permettre de répondre à des besoins sur les territoires en suscitant l'innovation et en répondant à un objectif social, de lien social et de mobilisation des acteurs. Vous êtes depuis 2013 le directeur de la recherche et de l'innovation d'Antea Group, une société internationale d'ingénierie et de conseil en développement, que vous avez rejointe après avoir été le dirigeant fondateur de GeoID. Vous êtes également le président du pôle Dream Eau et Milieu et fondateur du cluster en 2007 et président délégué de France Water Team, le pôle de compétitivité de la filière française de l'eau depuis 2019. Vous avez été, parmi d'autres responsabilités, maître de conférence associé de l'Université d'Orléans de 2010 à 2018. Donc, c'est peu dire que vous connaissez bien la région, vous êtes même un de ses principaux acteurs. Dans je suis à Singapour, mais je connais bien la région. On est très heureux que vous soyez là aujourd'hui, parce que peut-être que ça marche mieux de Singapour, hein, mais en tout cas, on est très heureux que vous soyez là. Et donc, livrez-nous peut-être en introduction, avant d'avancer, de votre expérience, du point de vue particulier que vous avez sur la région, votre analyse du sujet qui nous mobilise aujourd'hui. D'accord, très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Du coup, comme vous avez dit que j'étais aussi universitaire, je vais aussi donner ma vision de l'attractivité du territoire qui a passionné ce matin le débat, très rapidement. Juste en contexte de changement climatique, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça va changer. Aujourd'hui, moi, en ingénierie, la question qu'on me pose des industriels multisites, c'est « je dois augmenter mes moyens de production, je le fais où ? Où est-ce que j'aurai de l'eau ? Où est-ce qu'entre guillemets, je ne serai pas trop atteint par les effets du changement climatique ?» Et là, pour le coup, quand on a dit ça et qu'on sait l'importance des eaux souterraines, la région Grand Est, c'est juste la plus grosse nappe d'Alsace avec plus de 80 milliards de mètres cubes. Et nous, en région centre, on a la nappe de Beauce, c'est 20 milliards de mètres cubes, c'est la plus grande en extension. Ça change aussi des choses par rapport à la projection de certains territoires. Enfin voilà, je ferme la parenthèse, mais il faut vraiment avoir ces sujets-là en tête. C'est, d'un point de vue industriel, des sujets que se posent les gens aujourd'hui, parce que c'est la maille de leurs investissements, c'est 20-30 ans. Alors après, pour témoigner effectivement des sujets, relations, recherche, formation et économie, ce dont je peux témoigner ici en région centre, déjà je fais un aparté, on dit la recherche. Et en fait, il y a plein d'organismes de recherche différents qui n'ont pas tous les mêmes objectifs. Il y en a, c'est la recherche, la formation. Il y en a d'autres, l'établissement public, BRGM qui est établissement public à intérêt commercial, c'est des missions de service public, mais c'est aussi du commerce. Et je suis témoin que déjà dans les années 90-2000, sur des sujets aussi compliqués que ceux de la transition écologique, etc., eh bien, il fallait que tout ce beau monde-là se parle. Et ça a été une des initiatives soutenues par la région, avec la création d'un cluster qui s'appelait Résonat, où on mettait pour la première fois les chercheurs de l'université, du CNRS, du BRGM, de l'INRAE, pour, entre guillemets, évoquer les collaborations possibles, et qui ont été aussi, et ça c'était la stratégie de la région, stimulées via des grands projets structurants, des ambitions recherche-développement à l'échelle de la région centre. Sur la base un petit peu de ces actifs, entre guillemets, avoir permis un renforcement des collaborations entre monde de la recherche, après c'était comment est-ce qu'on stimule davantage le lien avec les entreprises. C'est ce qui a été fait avec le cluster TRIM historiquement, et puis aujourd'hui en configuration pôle de compétitivité. Mais c'est un travail de longue haleine. Il faut qu'il y ait de la confiance, que les acteurs se comprennent ce que sont les impératifs de l'un et de l'autre. Et effectivement, des fois, dans les entreprises, le temps de la recherche, c'est pas forcément celui du monde académique. Et comment on les crée, ces liens? C'est le défi entre le monde académique, les entreprises, et ça malgré, on le sait, des visions qui peuvent être différentes, des contraintes différentes. Oui. Excusez-moi, avec les spots là-haut. C'est du temps, c'est de l'animation. Il faut de la confiance, il faut créer, multiplier les actions dans lesquelles on va pouvoir mettre du lien entre ces différents acteurs, faire en sorte que ils se comprennent et que comprennent les impératifs. Il faut que ce qui sont des marqueurs de différence soient des facteurs de complémentarité pour asseoir des collaborations durables. C'est là où on rejoint les discussions de ce matin sur un certain nombre de sujets. Et vous parliez des questions de temporalité qui ont été importantes et qui sont toujours importantes dans la mise en œuvre de votre projet. Le temps de l'entreprise, alors déjà il faut comprendre la problématique de l'entreprise. Si l'entreprise n'a pas de problème, c'est difficile d'imaginer des collaborations avec des acteurs extérieurs. En cela, les difficultés économiques, notamment, je me souviens en 2007-2008, à l'émergence du cluster Dream, certaines entreprises me disaient « j'ai pas le temps, j'ai trop de travail ». Et puis en 2009, quand il y a eu un petit peu de crise, ils revenaient et disaient « je sais pas faire ça, est-ce que tu penses que ça pourrait intéresser les chercheurs ?» Alors déjà, effectivement, il y a le verrou, on identifie la problématique, et c'est sur cette base-là qu'on peut commencer à travailler, à voir si c'est pas le début d'un axe de collaboration. Est-ce que ce verrou-là correspond potentiellement à un actif R&D qui existerait dans le domaine scientifique? Et à partir du moment où on identifie des points de convergence,
eh bien, on peut imaginer des collaborations durables. Mais là encore, il faut expliquer aux chefs d'entreprise que la temporalité, il y a certaines choses, il faut qu'ils les acceptent. Moi, vous dites à mon DG, allez, on va encore faire une thèse. Oh, il me dit 3 ans, c'est trop long. Je dis non, d'abord une thèse CIFRE, il y a 6 mois de bibliographie, et globalement, la dernière année, c'est pour écrire le mémoire. Donc ça veut dire que le verrou scientifique, si on ne l'a pas levé dans les 18 premiers mois, 2 ans, c'est que c'est mal parti. Et puis après, quand on fait le calcul financier de ce que coûte une thèse CIFRE, si le chef d'entreprise, il n'arrête pas de vous évoquer ses potentiels développements, mais qu'il n'est pas capable d'y consacrer un minimum de moyens, c'est que de toute façon, il ne pourra pas aller au bout de son programme de R&D. Et à ce sens, je crois que la question de la connaissance des contraintes des autres, elle est essentielle pour identifier le bon acteur, le bon levier. Tout à fait. Évidemment, quand on travaille avec le monde scientifique, il faut savoir que ces impératifs, ça va être de communiquer scientifiquement. Donc, un accord de coopération entre une entreprise et un organisme de recherche qui serait frappé intégralement du sceau de la confidentialité, soit ça se négocie, soit, entre guillemets, on peut trouver des solutions en ne communiquant que partiellement, mais il faut comprendre que le métier du chercheur, c'est quand même de communiquer scientifiquement sa production. Et donc, c'est en partant d'une publication, d'un échange dans le domaine de la recherche que vous arrivez à faire la connexion avec le monde de l'entreprise? On va avoir, moi je vois sur les activités du pôle, on va avoir 3 grands types d'axes de travail. Soit on part du problème de l'entreprise et puis on essaie de voir dans le monde de la recherche s'il y a des éléments de réponse, qui seraient la base d'une collaboration. Soit on part du monde de la recherche, on identifie via les brevets, via les publications, quelque chose qui pourrait être un asset, qui pourrait intéresser une entreprise, et à ce moment-là on cherche l'entreprise. Et puis dernièrement, depuis plusieurs années, également on a une autre voie de travail qui est valable peut-être pas dans tous les domaines, mais en tout cas dans les domaines environnementaux que sont les nôtres. Si on part des grands end-users ou des grands gestionnaires de territoire, et typiquement par exemple les agences de l'eau, c'est juste un endroit où, ici à Orléans, avec le comité de bassin, va se décider les grandes décisions d'investissement qui traduisent les politiques publiques de l'État en matière d'eau. Et en regardant, entre guillemets, ce qui va être financé, parce qu'on sait qu'il faut aller vers plus de transition hydrique et de transition écologique, on essaye de regarder avec les acteurs, qu'ils soient scientifiques ou les entreprises, comment on se met tous autour de la table pour pouvoir les promouvoir. Par exemple, vous savez qu'on a imperméabilisé malheureusement beaucoup nos surfaces, que c'est un manque d'infiltration pour les nappes, que c'est des vecteurs potentiels d'engorgement et de pollution, parce qu'avec les événements extrêmes qu'on va connaître de plus en plus, nos stations, on ne peut pas faire du tuyau. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui savent faire des revêtements drainants. Mais si dans les cahiers des charges des collectivités, c'est jamais utilisé, l'entreprise ne pourra jamais développer cette technologie. Donc c'est là que sur nos sujets, on a même besoin d'un troisième acteur fort autour de la table. C'est souvent les gestionnaires, la puissance publique, qui puissent être quelque part un vecteur de l'innovation, valorisant de la recherche scientifique et valorisant une offre de services et des produits issus d'entreprises innovantes. Oui, d'ailleurs, la région, je crois, a organisé des assises de l'eau auxquelles vous interveniez il y a peu de temps, qui ont été un gros succès. Et on est dans l'objectif de ces journées ici, c'est comment, et vous êtes un témoin précieux dans ce cadre-là, comment les transitions et la question de l'eau, elle a été cet été, mais pas seulement, elle va être de plus en plus en tête des préoccupations. Donc comment ces transitions permettent de renforcer l'écosystème, avec les acteurs privés, publics, enfin tous les acteurs que vous avez cités, en quoi c'est un facteur de cohésion, d'innovation supplémentaire? Le grand drame de l'eau, c'est que c'est le sujet qu'on aborde en dernier, en aménagement du territoire. Les architectes, les urbanistes ont longtemps
avec l'appui aussi d'ingénieurs, hein, mais voilà, on dessine le quartier, il est où le tuyau qui m'amène l'eau, il est où le tuyau qui va me... Donc il faut que le sujet de la ressource en eau soit central et qu'on prenne aussi conscience de l'importance de tout ce qui n'est pas visible, les eaux souterraines, et que ce soit quelque part au cœur même de nos stratégies. Et c'est, je pense, enfin, sous le contrôle d'Anne Beignet, mais ne pas manquer, ne pas mentir en traduisant un petit peu la volonté des élus, mais c'était de faire de ce sujet-là quelque chose de structurant pour tous les leviers que la région est capable d'actionner, que ce soit le soutien à la recherche, le soutien à l'enseignement supérieur, le soutien à l'économie, que aujourd'hui, en fait, très tôt, j'ai découvert ce sujet-là avec les industriels de l'agroalimentaire, qui étaient historiquement impliqués dans le pôle Dream, hein, fondateur même, et ils me posaient déjà des questions à 10, 20 ans, 30 ans. Et en fait, eux, je pense que c'est les premiers à l'avoir ressenti, c'est qu'avec les agriculteurs, c'est qu'ils se sont souvent installés sans grande stratégie, si ce n'est que d'être proches des lieux de matières primaires. Résultat des courses, c'est pas forcément tout le temps le territoire idéal pour prélever de l'eau et puis pour pouvoir la rejeter après épuration. Donc il faut, entre guillemets, que sur ces sujets-là de développement économique, quand on imagine un petit peu les stratégies d'aménagement du territoire et de zones d'activité, eh ben, se poser la question, est-ce que c'est bien là qu'il faut que je le fasse, comment je le fais, et puis potentiellement imaginer des combinaisons d'usages qui soient compatibles, faire en sorte que la goutte d'eau, elle serve plusieurs fois. Peut-être que l'eau usée de tel industriel, eh bien, elle est peut-être intéressante et valorisable pour un autre, etc., etc. Mais il faut se poser cette question-là de manière centrale dès le début, et ça peut même être, dans certains territoires et dans certains cas, un vrai levier, hein, qui revalorisera peut-être certains territoires qui seront mieux dotés que d'autres et qui pourront permettre un développement économique vraiment durable. D'accord, mais c'est passionnant parce que ce que vous faites, ce qui a été exprimé, montre comment la complexité d'un sujet peut favoriser la mobilisation des acteurs, leur propre analyse, la confrontation, qui peut déboucher avec une démarche préétablie et efficace à trouver des solutions ou à avancer sur ces sujets. En tout cas, on y reviendra certainement aussi tout à l'heure, mais on est vraiment en lien avec ces défis liés aux transitions qui sont nombreux dans beaucoup de domaines et qui permettent de décloisonner, qui nécessitent de décloisonner et de s'ouvrir à d'autres sujets, et ces assises, je crois, y ont contribué. Philippe Peurtel, est-ce que, alors je ne vais pas dire est-ce que vous m'entendez, mais je ne sais pas s'il a... Ouais. Oui, cette fois je vous entends. Formidable. Donc merci encore Philippe de votre présence et de votre patience pour cette intervention. Donc je le disais, vous êtes directeur de l'industrie, de l'innovation, de la recherche et de l'enseignement supérieur de la région Occitanie depuis 2022, après avoir été directeur de la recherche, du transfert et de cette même collectivité que vous avez rejointe en 2020. Entre 2017 et 2020, vous étiez directeur général des services de l'Université fédérale de Toulouse. Vous avez renforcé les coopérations interétablissements et auparavant, vous avez occupé pendant 8 ans le poste de responsable puis de directeur de l'enseignement supérieur de la recherche du Conseil régional des Pays de la Loire. Donc vous avez plusieurs expériences dans ce domaine qui nous sont précieuses. Et il serait utile, l'intérêt c'est que vous nous apportiez la vision d'une autre région, la région Occitanie en l'occurrence, sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc quelles préconisations, quelles actions vous menez pour mobiliser cet écosystème régional? Une des initiatives qu'on a pu prendre ces dernières années là, vise à réunir des collectifs de chercheurs sur des thématiques identifiées comme étant d'intérêt pour le territoire, avec l'idée de faire travailler ces collectifs de chercheurs, donc souvent 150 personnes, de façon collective pour tracer des perspectives partagées de développement de la thématique de recherche sur nos territoires.
C'est ce qu'on a appelé, c'est une initiative qu'on a appelée les défis clés. Ces défis clés thématiques, aujourd'hui, on en compte 15 en Occitanie, sur des sujets aussi divers que la cybersécurité, les mobilités terrestres, la biodiversité, l'archéologie, parfois sur des enjeux qui sont très ancrés dans des dynamiques locales, parfois sur des enjeux plus prospectifs qui intéressent l'industrie régionale. Dans tous les cas, en tout cas, avec l'idée d'avoir une politique publique qui repose d'abord sur la confiance qu'on accorde à ces collectifs de chercheurs pour construire ensemble une trajectoire de développement, une trajectoire de progrès sur tout un tas d'indicateurs, évidemment de production scientifique. C'est l'objet premier, c'est le moteur premier des défis clés. Mais au-delà de la production scientifique, évidemment, ce qui intéresse le territoire, c'est tout ce que les compétences académiques peuvent apporter en termes de développement économique, bien sûr, ce qui nous intéresse, nous, à la région, en termes de développement de blocs de formation, en termes d'alimentation du dialogue entre la science et la société, en termes de positionnement international aussi parfois. Donc, tous ces effets qui sont finalement les corollaires de cette dynamique académique, évidemment, nous intéressent beaucoup, et sur chaque thématique, on essaye de traiter de façon très spécifique les enjeux qui se présentent, avec parfois un focus qui est très fortement porté sur le développement de l'innovation. C'est le cas par exemple du défi clé hydrogène, une thématique dont on parle beaucoup, qui évidemment intéresse beaucoup les industriels et qui fait l'objet de beaucoup de travaux d'ingénierie, avec du coup une thématique académique qui se prête plus facilement au partenariat et à la R&D collaborative. Sur d'autres enjeux, on est davantage positionné toujours sur la science bien sûr, mais aussi sur des enjeux de formation. C'est le cas par exemple du défi clé cybersécurité, avec lequel on construit une proposition de campus des métiers sur la cybersécurité, des objectifs ambitieux, comme dans beaucoup de territoires, de développement du nombre d'étudiants formés aux enjeux de la cybersécurité. Une réponse à l'appel à projet national compétences et métiers d'avenir sur la cybersécurité, qui émane en réalité de cette dynamique des acteurs du défi clé, qui ont pris des habitudes de travail ensemble à l'échelle de notre grande région, parce que évidemment un des préalables qu'on a posés pour accompagner les défis clés sur nos territoires, c'est le fait que le collectif, le consortium de chercheurs constitué sur la thématique soit bien sûr complet à l'échelle régionale, et donc on a beaucoup de thématiques qui sont alimentées à la fois par des laboratoires de Toulouse et de Montpellier. Et c'est aussi la richesse de l'exercice, en tout cas pour nous, ça a été un facteur important pour cimenter des collaborations à l'échelle de notre région, avec encore une fois la perspective systématiquement de produire de la science, d'alimenter les productions scientifiques de ces acteurs, mais aussi d'avoir tous ces effets collatéraux en matière de formation, en matière de développement de l'innovation, en matière de diffusion de la culture scientifique, de rayonnement international. Voilà, donc c'est une initiative sur laquelle on a un petit peu de recul maintenant. Les premiers défis clés ont 3 années de fonctionnement, et réellement cette façon de faire reposer notre politique publique sur ces collectifs de chercheurs aujourd'hui donne plutôt satisfaction et commence à être reconnu, en tout cas dans la communauté académique régionale, c'est fait. Sur certains sujets, commence à être reconnu aussi à l'échelle nationale. On a récemment eu un petit échange avec le PDG de l'INSERM qui suit de près notre défi clé biothérapie, qui est un autre collectif de chercheurs sur le territoire d'Occitanie, et qui reconnaissait que cette trajectoire et cette façon de fonctionner, en tout cas, encore une fois, dans une relation de confiance avec les collectifs de chercheurs, avec un montant de subvention qu'on flèche sur chaque défi clé, mais dont on leur laisse la liberté de l'utilisation. C'est une modalité un peu nouvelle de conduire cette politique de soutien à la recherche, en ayant en perspective toutes les retombées possibles pour le territoire. Et j'imagine qu'il y a des évaluations un peu différentes selon les défis clés, avec certains qui avancent mieux que d'autres. Est-ce que vous avez des éléments à nous donner sur les facteurs de réussite
tels que vous avez pu les évaluer, de ceux qui fonctionnent bien et au contraire peut-être les risques que vous avez identifiés et qui pourraient être utiles ici? Alors évidemment, les collectifs qu'on a pu retenir, alors le process pour identifier et déclencher un défi clé, il a été partagé avec les tutelles de ces équipes académiques et on a fait ça main dans la main avec les universités, les organismes de recherche, les écoles d'ingénieurs de notre territoire, ce qui a permis, à l'issue d'un appel à manifestation d'intérêt, d'identifier ces 15 thématiques que j'évoquais, avec néanmoins effectivement au sein des 15 des niveaux de maturité dans les collectifs de chercheurs qui pouvaient être différents. Certaines thématiques faisaient déjà l'objet de coopérations nombreuses, notamment entre Montpellier et Toulouse. D'autres thématiques sont plus récentes dans cette construction régionale. Et donc le premier élément un peu différenciant dans le mode d'avancement de chaque défi clé, c'est celui-là, c'est l'antériorité de la relation de travail entre les équipes de recherche à l'échelle régionale. Et ça, on le voit, ça prend forcément un peu du temps de construire ces proximités entre les gens. Et une fois que les collaborations sont installées, une fois que la volonté est complètement partagée d'avancer sur une thématique, les choses peuvent se déclencher plus facilement. Ensuite, l'autre écueil peut-être, c'est en tout cas pour nous, et nous on a été très vigilants là-dessus, l'autre écueil c'est d'avoir affaire à des collectifs d'acteurs qui se contenteraient de consommer utilement la subvention régionale. Nous, on a peu d'inquiétude sur le fait que les chercheurs savent faire bon usage des crédits qu'on leur accorde. Notre préoccupation, c'est que la subvention régionale fasse levier sur quantité d'autres financements. Et donc le point d'attention que nous portons sur le fonctionnement des défis clés, il est notamment celui-là. On souhaite que le financement de la région, donc concrètement je ne l'ai pas dit, mais on a accordé 2 millions d'euros par défi clé sur un programme d'action de 4 ans à chaque fois. On souhaite que cette impulsion que donne le conseil régional puisse faire boule de neige et puisse ensuite conduire à la mobilisation de financements complémentaires à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, dans le partenariat avec les industriels, dans tout un tas d'autres nichés qui sont disponibles pour alimenter les dynamiques scientifiques sur notre territoire. Et justement, voilà. Est-ce que cet effet de levier, vous avez déjà pu le vérifier au niveau de France 2030, au niveau européen? On commence à le vérifier sur certaines thématiques qu'on a lancées dès 2021. L'hydrogène, c'est le bon exemple. On a donc impulsé cette démarche de collaboration entre les collectifs de chercheurs. Ils ont pu construire un certain nombre de projets, s'inscrire dans un PEPR à l'échelle nationale, participer à des projets européens ensemble, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Ils ont également fait émerger une candidature à l'ANI Compétences et métiers d'avenir pour là aussi constituer un projet très ambitieux de développement de l'offre de formation sur les technologies d'hydrogène, donc avec une dotation à la clé de 16 millions d'euros, ce qui est quand même assez gros pour un projet de formation. Donc voilà, les PEPR ils sont aussi significatifs sur la thématique hydrogène et une partie du budget arrive en Occitanie. Donc déjà sur cette simple thématique de l'hydrogène, on sait que les 2 millions qu'on a pu poser au démarrage de la dynamique collective se sont déjà traduits par plutôt 20-30 millions d'euros de retombées pour le territoire. Donc là, c'est vraiment l'exemple le plus abouti d'effet levier. Sur d'autres thématiques, on n'est pas encore à ces niveaux-là, mais déjà la transformation moyenne du financement est plutôt de l'ordre d'un effet de levier de 3 à 4 sur des dynamiques qui ont été initiées parfois il y a 1 an, 2 ans, puisqu'on a fait ça progressivement. Oui. Et puis, effectivement, c'est à l'échelle de la taille de la région Occitanie par rapport à la région Centre-Val de Loire ici, qui n'a pas été l'objet de fusion et qui n'a pas autant de territoires, de pôles à la fois universitaires et donc chaque échelle est un peu différente. Mais justement, c'est intéressant de voir à l'échelle d'un territoire, peut-être infra-régional, comment cela peut se traduire. Je crois que vous avez notamment l'exemple de Castres au niveau d'une agglomération et d'un tissu local. Oui, tout à fait. Sur le territoire de Castres, alors c'est une politique régionale un petit peu différente, mais néanmoins qui s'inscrit dans le même esprit. L'idée de construire une trajectoire de développement avec les acteurs.
donc sur chaque ville universitaire d'équilibre, parce qu'en Occitanie on les appelle comme ça, on essaie de définir une trajectoire de développement, des cibles parfois qualitatives, parfois quantitatives de développement de la ville universitaire d'équilibre. Et typiquement sur Castres, avec un positionnement de recherche et d'innovation assez fort et assez clair sur la thématique de la santé numérique, puisqu'il y a une école d'ingénieurs qui est positionnée sur ce créneau, il y a un IUT informatique qui vient d'ouvrir au nouveau département, il y a un certain nombre d'acteurs de l'industrie de la santé qui sont présents à Castres. On a un très bon exemple où on arrive à faire converger un certain nombre de nos politiques sur des dynamiques locales en utilisant cette logique de la contractualisation avec des collectifs d'acteurs autour d'objectifs partagés à moyen terme. Et donc là, typiquement sur santé numérique, là aussi on commence à recueillir les fruits de cette mobilisation avec un financement attribué dans le cadre d'un appel à projet PIA sur l'e-santé, avec des projets de recherche qui vont se conduire à Castres, y compris avec des équipes toulousaines qui, de fait, déconcentrent un certain nombre de compétences à Castres, avec la mobilisation d'étudiants et le renforcement de cette école d'ingénieurs qui s'appelle ISIS à Castres. Donc voilà, donc les éléments s'alignent pour justement pousser une thématique particulière qui colore, en l'occurrence, un site où il y a finalement peu d'étudiants, à peu près 2000 étudiants sur notre territoire. D'accord, ben, merci beaucoup. On reviendra aussi, j'imagine, dans la discussion sur ce sujet et sur l'exemple de s'appuyer notamment sur un territoire, qui peut être une métropole, une zone à définir. Et je crois que la région Centre-Val de Loire, j'ai lu même dans son CESRI, qu'elle a cette volonté aussi d'avancer dans des instances locales de concertation et de mobilisation des acteurs. C'est un exemple tout à fait intéressant. Je vais donc maintenant venir vers vous dans le public. Alors vous ne voyez peut-être pas, mais vous entendrez, vous viendrez là quand vous poserez la question. Ça fera bouger un petit peu si vous avez des questions, de façon à ce que nos interlocuteurs puissent vous voir. Bon, on est après le déjeuner, c'est plus compliqué, mais est-ce qu'il y a une question? Oui, vous voulez venir ici? Comme ça, ils vont vous voir, voilà. Oui, merci. Merci de l'échange. J'avais une question sur l'eau. Il se fait qu'en la promotion IHEST 2021-2022, on avait accueilli 2 membres de la délégation, puisqu'on avait organisé dans le Grand Est une visite d'un des premiers sites de construction d'électrolyseurs, puisqu'il y a un grand groupe français qui est, dans le cadre du plan hydrogène, qui est John Cockerill, donc, qui a été retenu pour construire l'électrolyseur entre guillemets Made in France, parce que c'est un sujet majeur. Et moi, sur la question de l'eau, c'est comment aujourd'hui on va gérer le partage de l'eau. Et donc ça, c'est un sujet majeur, puisque l'eau, quand on est sur l'aspect de la production d'hydrogène, c'est un sujet majeur. Vous êtes aujourd'hui dans le cadre du plan de relance du nucléaire, indépendamment de l'EPR2. Vous avez aujourd'hui une nouvelle technologie de nucléaire. D'ailleurs, il y a 77 millions d'euros qui viennent d'être versés aux entreprises innovantes dans ce secteur. Vous avez aujourd'hui un secteur en plein développement, mais qui est totalement dédié à l'eau au niveau du nucléaire, ce qu'on appelle les SMR. Donc c'est un sujet aussi qui est majeur. Et vous avez, je ne sais pas si vous avez vu, il y a à peu près moins d'un mois, vous avez je crois que c'est le tribunal administratif, une association, enfin des associations d'écologie qui ont obtenu l'annulation de permis de construire. Alors je crois que c'est en Charente-Maritime, où à la demande d'agriculteurs, ils avaient, pour pouvoir conserver de l'eau, voulaient réaliser des grandes rétentions. Donc l'eau, c'est un enjeu majeur. Et donc ça, c'est comment on va arriver à développer une stratégie, parce que l'eau, on en a besoin. Il y a quand même une raréfaction au niveau de l'eau dans ce domaine-là. Merci. On va peut-être, pour élargir
peut-être à partir de votre question, vous pourrez répondre sur le cas spécifique de l'eau, mais comment, avec la transition, la raréfaction et la nécessité de concevoir autrement des ressources naturelles, quelles qu'elles soient, comment cette réalité, cette nécessité peut être facteur, grâce à ces partenariats que vous animez sur vos territoires, de voir les choses autrement, peut-être, et de redéfinir des modes de coopération qui permettent de répondre à des questions de développement de l'innovation en lien avec les transitions. Alors, le partage de l'eau, en fait, il y a une doctrine, c'est la loi, il est déjà encadré. Donc, il y a une hiérarchie. C'est d'abord la production d'eau potable, ça va être tous les usages sanitaires en premier. En deuxième, c'est la nature, la biodiversité, c'est la continuité écologique. Et effectivement, les usages économiques, ils viennent en troisième. Une fois qu'on a dit ça, au plus proche des territoires, il est prévu, alors à l'échelle des grands bassins versants, on a un comité de bassin sur Loire-Bretagne, sur Seine-Normandie, etc., qui va donner des grandes orientations, et puis qui va aussi décider des cofinancements et la nature des actions qu'il va cofinancer. Je prends un exemple, la gestion intégrée des eaux pluviales, la désimperméabilisation des villes, c'est un programme qui vient du haut. Ça a été adopté dans le cadre des SDAGE, et quelque part, ça s'imposait aux collectivités. Sauf que les collectivités, elles n'avaient pas encore bien pris la nature du problème, donc d'où la nécessité d'animer la relation collectivité-agence de l'eau et puis fournisseur de solutions. J'ai fait une digression pour dire que voilà, le comité de bassin, il décide des grandes orientations. La solution, il faut que ce soit une solution qui se prenne au plus proche du territoire. C'est qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire, comment on se partage cette ressource entre usages, tout en respectant, 1, l'eau potable, 2, la biodiversité, etc. Effectivement, quand vous prenez par exemple la cartographie de Paris, il y a la moitié de l'eau de Paris qui vient de la Marne et puis de la Seine, en eau superficielle. L'autre moitié, elles viennent soit de Normandie, soit de la Bourgogne, de sources parfois à 150 km. Heureusement que dans la loi, on prévoit l'AEP de chez nous aussi, il faut la respecter, et la nature de chez nous aussi, il faut la respecter. Parce que l'AEP, l'alimentation en eau potable. Parce qu'on pourrait imaginer que demain, Paris ait besoin d'aller chercher de l'eau encore plus loin. Hein. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, entre guillemets, se partager cette ressource? Il faut du dialogue, des commissions locales de l'eau sont prévues. Le problème, c'est qu'on a la moitié du territoire qui n'est pas couvert encore par des schémas d'aménagement et de gestion des eaux. D'autant que ces schémas d'aménagement et de gestion des eaux, maintenant, introduisent dans leurs projections les projections de changement climatique. Donc, c'est là-dessus qu'on est en train de travailler pour essayer de bien définir les volumes partageables. Le problème, c'est que juste à présent, on faisait ça sur des bilans un peu annuels. Mais on sait très bien que, globalement, la période de stress, ça va être mai, juin, juillet, août, septembre, où il va y avoir... Donc il faut être encore plus fin. Et c'est là que, typiquement, par exemple, il y a des briques de solutions qui viennent du monde de la recherche. Avec, il faut de la connaissance, il faut de la métrologie. Comment est-ce qu'on va piloter plus finement ces choses-là? Après, il faudra marcher sur deux pieds. De la sobriété, donc là aussi, il y a besoin de recherche, c'est comment on fait pour consommer moins en fabriquant la même chose, voire peut-être même plus. Comment on peut créer de la ressource. Créer de la ressource, alors ça peut être réutilisé. La ressource, c'est des économies, des logiques d'économie circulaire. Ça va être... Alors, quand on dit stockage, tout de suite, tout le monde va penser bassine. Donc, je vais dire comment on fait pour retarder la réponse hydrologique. Il faut que la goutte d'eau, quand elle tombe, elle rejoigne le plus longtemps, enfin, qu'elle prenne le plus de temps possible pour rejoindre la mer. Le meilleur moyen de stocker durablement de la ressource, c'est dans les nappes. Il faut favoriser l'infiltration. Il va peut-être pas falloir même un peu la forcer par endroits. En tout cas, c'est des choses qui sont complètement possibles. Et puis après, vous avez le problème de l'électricité derrière tout ça, l'énergie. Il n'y a pas de secret, toutes les énergies renouvelables, elles ont besoin d'eau. Elles ont besoin d'eau. Alors les centrales nucléaires, enfin, les énergies renouvelables, les énergies décarbonées. Le nucléaire, on a besoin d'eau. Alors, quand on est en contexte littoral ou sur des grands axes, type le Rhône, où il y a beaucoup de débit, en fait, on peut rejeter l'eau, entre guillemets, chaude.
si le milieu est capable de l'encaisser, ce qui n'est pas le cas sur la Loire. Et en fait, sur la Loire, le problème, il vient de nos tours aéro-réfrigérées pour pouvoir diminuer la température des eaux qu'on va restituer à la Loire. Et c'est de là que vient la consommation. Sinon, globalement, le bilan du nucléaire, je ne veux pas rentrer dans des débats, mais sur l'eau, le bilan du nucléaire, s'il n'y avait pas ces problèmes de tours aéro-réfrigérées, en fait, il est plutôt bon. Le photovoltaïque, l'éolien, les choses comme ça, et évidemment, ce sont des industries. Alors en plus, il y a des problématiques de matières minérales parfois critiques. Je revois mes collègues du BRGM là-bas. C'est des gros sujets auxquels il faut penser dès maintenant. Et puis aussi, il faut des industries qui sont consommatrices d'eau, etc. L'hydrogène, alors là, l'hydrogène, bah oui, le drame de l'hydrogène, c'est que ça consomme de l'énergie et ça va consommer de l'eau. Donc, mais il y a des réflexions aussi, par exemple, pour faire de l'hydrogène vert, par exemple, en milieu littoral, au milieu littoral, voire même sur des bateaux flottants, des trucs comme ça. Mais il faut intégrer la ressource en eau au même niveau que l'énergie. Le président du Césaire a l'habitude de dire le choc de prise de conscience qui s'est passé en France sur l'énergie il y a 2 ans, il faut faire la même chose avec l'eau. Il faut le faire, mais les leviers ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que l'énergie, oui, ça coûte très cher, donc tout de suite, ça touche le porte-monnaie. Nous, il faut le prendre comme un facteur de risque par rapport à nos usages, à la production. Donc voilà. Peut-être Rachid Cherfaoui, de par votre exemple, comment cette question d'épuisement des ressources, de transition, est prise en compte collectivement par les acteurs sur un territoire? Voilà. Il manque quand même terriblement là, dans nos débats la dimension citoyenne et d'acceptation des citoyens à ces changements. D'une part, et d'autre part aussi, on peut s'interroger sur où se loge la recherche et où se logent les moyens de la recherche. Sur ces grandes questions, on a tout de suite envie d'avoir des grandes réponses. On voit bien que c'est le S3 ou le S4 de l'ADEME, là, le scénario 3 ou 4, avec des grandes figures structurantes et après des mobilisations très massives de l'ensemble des ressources qui sont des ressources collectives, financières, mais aussi de la recherche. Dans le SAS2, vous voyez, c'est plutôt la mobilisation du changement des postures des citoyens, et dans le 2, c'est plutôt dans la dimension des nouvelles coopérations territoriales à inventer, des nouvelles alliances entre l'ensemble des parties prenantes. Et je pense quand même qu'il y a quelque chose sur ces grandes questions, elles sont tellement massives, elles sont tellement vertigineuses que quand on est dans une posture, je dirais, d'élu, et c'est normal, et je ferais la même chose si j'étais à leur place, je pense, j'aimerais apporter une réponse qui soit structurante, égale pour tous, etc. Mais en réalité, nous, on règle cette question plutôt par le bas. C'est-à-dire qu'on ne va pas régler la question... par exemple, de ce qui serait nécessaire pour refaire des bouteilles de plastique, nous, on le repense à partir de ce qu'on est capable de réutiliser dans des textiles que localement on fait, de voir comment demain on peut récupérer de la matière première. Voilà. Et donc, ce faisant, on va converger au même résultat. Simplement, force est de constater que les moyens industriels et les moyens de la recherche, on n'arrive pas à les capter à ces endroits-là. Et pourtant, je vois qu'il y a le monsieur de l'Occitanie que je ne connais pas, Philippe Martel, mais votre présidente, probablement dans un mix de transformation de cette question de la recherche et des tiers-lieux de recherche, des sciences et sociétés, qu'il faut trouver. C'est-à-dire qu'il faut en même temps quelque chose qui soit assez massif, mais en même temps agile, pour pouvoir répondre éventuellement quand le stimulus vient de la population, des expérimentations par nature inattendue, qu'on puisse mobiliser des politiques publiques. Et c'est dans ce recoupement-là, et le risque... Vouloir apporter des réponses un peu systémiques comme ça, c'est que bon, si on prend la référence, mais je trouve que c'est très au scénario que nous propose l'ADEME pour 2050, l'ensemble des outils, l'ensemble des politiques publiques sont plutôt vers le S3, S4, là où on dit que le souhaitable c'est peut-être autour du S2 et qu'en réalité rien n'est mis en place. C'est-à-dire, réfléchissons comment, face à ces questions très compliquées, on peut créer des espaces où véritablement les innovations se testent par itération, par expérimentation, par voilà. Comment la science est présente
tout le temps et à chaque moment, et pas d'une manière institutionnalisée ou dans un espace, je dirais, de programme qui s'articule en contrepartie d'une grande organisation, d'une politique descendante qui est de nature économique. Mais comment on arrive à trouver ces espaces-là pour que petit à petit, effectivement, cette question soit réglée en partie, partant du bas, par les accords et les conventions entre les acteurs, forcément dans quelque chose qui est nouveau, y compris qui réinterroge la question de la primauté de l'intérêt général de la force publique, donc si on dit que c'est l'intérêt collectif, ou de créer du commun, et en même temps peut-être d'avoir une politique publique qui puisse dire je peux donner le fil de ce que je souhaite, mais j'ai aussi de la latitude pour pouvoir éventuellement adapter tout ça. Dans la région Hauts-de-France, où je suis un peu plus investi que dans notre région sur ces questions, REV 3 justement cherche à rééquilibrer. On partage beaucoup de choses entre nous, vous avez vu, le long terme de la science avec le court terme de l'entrepreneuriat, la question du changement de paradigme. Vous disiez tout à l'heure, en travaillant sur l'eau, en fait, je suis parti de quelque chose pour ensuite arriver à quelque chose qui faisait partage entre tous. Quand on a travaillé, nous, au début sur le textile, ce qui nous a surpris, c'est que très vite, c'était pas de mettre une filière textile, c'était comment on fait du textile zéro déchet. Et ce faisant, après on était obligé de collecter différemment, de trier différemment, d'inventer des nouvelles... Et on a... Bon, voilà. Donc, en travaillant ensuite, de changer le paradigme, d'accepter dans les expérimentations que les uns et les autres changent de posture par rapport à ce qu'ils font d'habitude, et pour ce pourquoi pourtant ils sont reconnus, et dans cet espace hyper fluide, de trouver des moyens qui sont des moyens de l'entreprise, ou qui sont des moyens citoyens, ou qui sont des moyens de la force publique, de trouver ces espaces-là. Et c'est ça qui est difficile en fait à réaliser. Et attention de ne pas apporter des réponses trop systémiques sur ces grandes questions, et disons peut-être qu'il faut maintenant mettre en œuvre des expérimentations qui feront converger les expérimentations citoyennes et les hypothèses qui peuvent être portées par des programmes publics. Je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est de science et société au cœur de tout ça, et comment ensuite on arrive à trouver des politiques publiques qui arrivent à rendre conciliables les deux. Juste, je fais un petit clin d'œil à M. Hertel, parce que Carole Delga, qui était secrétaire à l'ESS après Hamon, quand elle nous accompagnait sur ces questions de PTCE, et donc à Bercy, on réfléchissait beaucoup justement sur comment simplement aller chercher 2-3 millions pour mener les expérimentations qui existaient en France. Et on a galéré beaucoup, vous pouvez lui en parler. Je suis très content de voir qu'aujourd'hui, elle se donne les moyens ad hoc, justement, de mettre la science à tous les niveaux sur les programmes que vous disiez, dès le départ et aussi peut-être après sur des filières qui sont plus structurantes. Mais comprenez aussi, et beaucoup de présidents de conseils régionaux me le disent, ils me disent eux-mêmes, mais nous, on est dans des tels silos qu'on a du mal aussi à transversaliser nos ressources dans ces hypothèses de nouveaux projets que vous faites. Autant je peux descendre... l'ADEME dit la même chose, pire, l'AFD dit la même chose. On peut descendre 1 milliard sur un truc, justement, sur les batteries, etc. Et on n'arrive pas à trouver 500 000 euros pour accompagner un petit truc sur le territoire. Donc, c'est compliqué. Et je sais, par exemple, que la recherche travaille très difficilement dans beaucoup de régions, je ne sais pas comment c'est chez vous, avec le développement économique. Pour autant, tout le monde a bien compris que la collusion est très forte. Et je vais finir aussi sur quelque chose. C'est pour ça que c'est éminemment politique et démocratique, notre histoire. C'est que la 2008, puis le Covid, etc., à faire venir assez évidemment la question de l'économie circulaire comme étant une solution pour éviter la mondialisation et les problèmes qu'on a rencontrés, et de toute façon pour au moins réutiliser en local les matières qui sont de toute façon sur le territoire, qui aujourd'hui sont des déchets. Aujourd'hui, il y a 10 ans, c'était pas clair pour tout le monde, aujourd'hui c'est clair pour tout le monde. Et tous les gens de bonne volonté, industriels, associatifs sur le territoire, comprennent qu'ils ont besoin de s'articuler entre eux. Et ils voient bien que la seule R&D technologique n'est plus la solution. L'ADEME met de plus en plus un mix entre la R&D sociale, ou la R&D innovation sociale, et la R&D techno. Et aujourd'hui, n'importe quel entrepreneur dit « mon problème, c'est plus le problème de l'organisation entre les gros, les petits, les grosses mailles, les petites mailles sur le territoire ». Et c'est comme ça qu'on trouvera la solution. C'est-à-dire qu'il est nécessaire aujourd'hui, puisque tout le monde est OK, de trouver des systèmes qui font preuve qu'on arrive
par cette nouvelle manière de faire, ce changement de paradigme, ce changement de posture à la fois de la force publique, des organisations politiques, mais aussi des investissements et des retours sur investissement des entreprises et des citoyens sur le territoire, on arrive à trouver des modèles qui nous font fonctionner ensemble. Mais c'est en train de venir fortement d'une manière complètement inattendue d'une certaine manière. Je ne sais pas si ça va produire ses fruits et créer quelque chose de suffisamment construit pour ensuite refaire du commun collectivement, mais c'est en train d'exister, c'est en train d'advenir cette chose-là. Comment on peut l'accompagner, le rendre positif et recréer cet espace commun qui sera ce monde de demain qui est fait par ces expérimentations. Si on ne fait pas ça, vous voyez bien, pour les bassines c'est un problème, pour les Alpes c'est un autre problème, pour le foncier c'est un troisième problème, pour les choix même du développement économique local, ben non, on veut plus de ton truc Amazon, ben ouais mais quoi. Donc bon, vous voyez, il y aura, on va pas y arriver. Beaucoup de questions, merci beaucoup. Philippe Heurtel, vous avez été interpellé aussi par Rachid Cherfaoui, mais comment, enfin cette question, je sais qu'elle est très importante en région Occitanie comme ailleurs, donc comment vous voyez les choses? Non, effectivement, c'est un point politiquement majeur pour nous, la façon de parvenir à irriguer les territoires avec un certain nombre de compétences académiques qu'on mobilise, de diffuser l'innovation dans les territoires, de faire émerger des expérimentations locales qui s'inscrivent ensuite dans des projets, parfois dans des programmes plus vastes à l'échelle régionale. Donc nous, on a quantité d'exemples qui sont dans cet esprit-là, et je partage l'essentiel de ce qui a été dit à l'instant. Je crois que un des éléments un peu clés pour réussir ces initiatives locales, c'est la façon d'inscrire ces collectifs d'acteurs dans des dynamiques un peu plus larges, parfois à l'échelle régionale, parfois connectées à des dynamiques métropolitaines, pour justement faire avancer plus rapidement ces sujets-là. Je pensais aussi aux enjeux sur l'économie circulaire. Typiquement, on a un défi clé sur l'économie circulaire, où on mobilise plutôt des chercheurs de sciences humaines et sociales, des chercheurs d'écoles d'ingénieurs sur ces enjeux-là, avec des expérimentations et des ancrages locaux qui sont la force aussi de ces dynamiques académiques, avec aussi une maturité des chercheurs aujourd'hui plus grande, je pense qu'il y a 5 ou 10 ans, et une appétence plus grande pour aller jusqu'à la concrétisation dans les territoires. Et donc ça, là aussi, on a pas mal d'exemples qui relèvent de cette dynamique-là, effectivement avec parfois des modes d'organisation inter-entreprises ou de connexion avec les laboratoires qui évoluent et qui amènent aussi une forme d'innovation dans l'organisation de certaines filières. Alors pas toutes les filières, parce qu'il y a encore quelques grandes filières très capitalistiques sur lesquelles évidemment c'est plus difficile, mais néanmoins nous on voit aussi émerger par exemple des dispositifs de production d'énergie à petite échelle dans les territoires qu'on accompagne, par exemple des initiatives particulières sur le retraitement de l'eau dans certains territoires qu'on accompagne aussi, avec des équipes de recherche du CNRS, de l'INRAE, enfin, de tout un tas d'organismes qui sont intéressés par ces questions. Donc oui, clairement, on a un sujet sur cette dimension équilibre des territoires et la façon dont on arrive à diffuser l'innovation dans tous les territoires et à faire émerger des projets d'expérimentation dans tous les territoires. On a aussi, je crois, et c'est un peu en filigrane de notre échange, un sujet autour du rapport des citoyens à l'innovation et au progrès au sens général. On le voit bien, nous, sur un certain nombre de sujets. On a par exemple un grand projet d'investissement autour de la recherche sur l'hydrogène. Ça fait débat, il faut pouvoir alimenter ce débat public, il faut pouvoir expliquer en quoi ce pari, puisque clairement c'est encore un pari, fait sens dans l'investissement public, et justement associer la population, en l'occurrence les riverains de ce futur équipement, à la dynamique scientifique qui alimente le projet. Donc ce rapport au progrès, ce rapport à l'innovation, pour nous aussi, c'est en train de devenir un sujet important sur lequel on va sans doute déclencher quelques travaux avec des équipes de sciences humaines et sociales, pas seulement avec la finalité de rendre acceptable tout et n'importe quoi, mais plutôt avec l'idée d'éclairer quelques enjeux politiques. On peut penser au numérique avec l'intelligence artificielle évidemment, on peut penser aux nouvelles énergies, on peut penser à beaucoup de sujets, à l'eau bien sûr, qui interrogent les citoyens aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question qui appellerait des réponses très, très courtes, parce qu'on arrive à... Voilà. On demandera à nos intervenants de répondre en 2 minutes maximum.
C'est une question courte et j'en profite de voir Philippe Hertel, un collègue d'Occitanie. Moi, je suis Jean-Luc Garcia, directeur général délégué à la région Centre-Val de Loire. Je suis intéressé dans les défis clés parce que ça fait écho à nos ambitions recherche-développement que l'on met en place. J'ai entendu la mobilisation des académiques dans le pilotage de ces défis clés. Comment sont associés les acteurs économiques ou comment sont-ils représentés dans ce pilotage? Donc, question courte. Et réponse rapide, du coup, en fonction des thématiques, il peut y avoir 1, 2, 3 industriels qui participent au comité de pilotage du défi clé. C'est le cas sur l'hydrogène, typiquement, où Airbus est très investi localement, Safran aussi. Et donc on peut avoir, ça dépend vraiment des thématiques, hein, mais on peut avoir des industriels qui sont directement impliqués dans le comité de pilotage du défi clé. Ou on peut avoir d'autres partenaires qui les représentent. Sur certains défis clés, c'est plutôt le pôle de compétitivité. Je pense aux défis clés qu'on a sur les pratiques agroécologiques, où c'est le pôle de compétitivité agro qui est partie prenante. Voilà, il peut y avoir des configurations différentes, mais nous, en tout cas, nous, région, on plaide pour assez systématiquement avoir une représentation économique dans la gouvernance. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation à cette discussion. Elle est passionnante parce que je crois qu'elle rejoint la préoccupation qui était celle de la région et de l'IHEST autour de l'apport de la démarche scientifique dans le cadre des transitions. Vous avez exprimé tous les trois les défis auxquels nous sommes tous collectivement confrontés, en quoi les politiques publiques doivent être présentes pour animer dans certains domaines. On voit le rôle des régions extrêmement structurant, mais aussi pour s'interroger, pour être confronté aux remarques des citoyens, à l'action du monde associatif, du monde de l'économie sociale. Et puis quelque chose est revenu dans vos trois interventions aussi, c'est comment cette adaptation et comment cet engagement dans les transitions doit être à l'écoute des innovations qui existent dans nos territoires, qu'elles soient portées par des collectifs de citoyens, sur l'énergie par exemple, ça a été dit, comme les laboratoires et les entreprises. Et c'est tout le sens de la problématique et de la bonne méthode de cet écosystème régional à mobiliser, parce que c'est de ces visions complémentaires, parfois contradictoires, dans cette confrontation, mais qu'on arrive, et l'histoire nous le montre, à trouver des réponses nouvelles ou des démarches nouvelles qui intègrent les contraintes et la vision des autres. Donc merci beaucoup, et puis désolé pour les petits problèmes techniques, et merci une fois de plus.